Province de Namur, le podcast. L'exposition que propose actuellement le musée Rops met en lumière un artiste qui a un peu été oublié, visiblement à tort. Les portes d'or Charles Doutelet et le symbolisme est à voir jusqu'au 5 mars et on en parle avec le conservateur adjoint du musée. Giuseppe Di Stasio, on est ici vraiment dans le cadre d'une exposition événement qui montre en fait que le musée Rops ne s'occupe pas que de Félicien Rops. Eh bien, c'est une décision qui a été prise ces dernières années de mettre en lumière des artistes qui sont contemporains de Félicien Rops. Pour certains qui ne se sont pas forcément rencontrés, qui n'avaient pas non plus les mêmes réseaux professionnels, mais qui ont le mérite d'être mis en lumière dans nos salles d'exposition temporaire. En fait, on offre ici une visibilité aux artistes belges du 19e siècle, c'est ça? C'est exactement ça. En particulier les artistes symbolistes pour lesquels on a pas mal de sympathie. On a fait des expositions sur Henri de Groux, sur William de Gouffdeninck et maintenant sur Charles Doutelet. Alors, ici, qu'est-ce qui vous a conduit à Charles Doutelet? Alors, on avait déjà présenté des dessins de Charles Doutelet dans des expositions antérieures, mais sans jamais vraiment s'attarder sur le personnage. Et par le biais du hasard, on a rencontré quelqu'un via une de nos connaissances qui ambitionne de faire un catalogue raisonné de l'œuvre de Doutelet. Et donc, on a profité de ces connaissances pour démarrer ce beau projet avec l'atelier symboliste de Bruxelles. Ici, quand on parle de quelqu'un de méconnu à tort, de quelqu'un que l'histoire a un petit peu oublié, c'est vraiment le cas. Oui, ici c'est vraiment le cas. Il est complètement passé à la trappe. Comme beaucoup d'artistes symbolistes d'ailleurs, il a eu une fin de carrière, une fin de vie assez tragique. Il a perdu sa femme, il a dû s'occuper d'enfants tout seul, il a dû quitter ses richesses, il a fini dans la pauvreté, il a été enterré dans l'oubli le plus total. Et c'est grâce au travail aussi qui est fait dans d'autres institutions, dans des archives, qu'on peut retrouver la trace de ce genre d'artiste. Alors cet artiste, on va faire un petit peu plus connaissance avec lui, il vient d'où? Alors il est né en France. Donc à Lille, en 1861, donc le Doutelet français par son papa. Sa maman était néerlandophone. Et un premier événement tragique se passe durant son adolescence, puisqu'il perd son papa. Et à la suite de quoi, la mère va décider de partir sur Gand et de s'installer durablement dans la ville. Et ce sera la ville de ses premières expériences professionnelles et sa ville de formation artistique. Est-ce que dès le départ, il avait cette incohérence artistique? C'est un peu difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a été attiré par le dessin, puisqu'à un moment donné, il est devenu dessinateur attitré de l'université de Gand, où il faisait un petit peu tout, des dessins médicaux, d'autres types de choses. Il a une formation en art décoratif aussi. Et puis il a fini par s'intéresser très vite dans la pratique quotidienne du dessin aux primitifs flamands et à la Renaissance italienne, en particulier le XVe siècle. Et ça, c'est une accointance personnelle. Je vais dire, il n'a pas fait l'académie. Non, il a suivi quelques cours à l'académie. On sait aussi qu'à un moment donné de sa carrière, il a suivi des cours dans un atelier, en particulier celui de Constantin Meunier, qui était déjà un peintre bien installé dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais on ne peut pas dire que ce soit un académicien. Il n'a pas une formation classique de peintre et de dessinateur. Alors, vous nous avez parlé de symbolisme. Est-ce que Charles Doutelet est vraiment un symboliste pur et dur? Et puis, au fait, pour commencer, c'est quoi le symbolisme? Alors, le symbolisme, c'est un mouvement artistique pictural qui est né dans les années 1870-1880 en réaction à un autre mouvement artistique qui est celui du naturalisme. Donc dans la droite ligne de Zola et ces gens-là. Au départ, c'est un mouvement de contestation politique et sociale, et très vite, on va basculer sur autre chose, et c'est là que Doutelet va rentrer en jeu. C'est la bascule vers comment on peut traduire de manière visible des choses qu'on ne voit pas. Donc on a conscience qu'il y a un monde invisible, et l'artiste symboliste va faire chercher à représenter ce monde invisible. Et justement, c'est ce parcours qu'on va découvrir à travers l'exposition. C'est un de nos fils rouges en tout cas, c'était de montrer comment Doutelet va avancer un petit peu dans ce mouvement symboliste, quels sont les éléments qu'il va lui apporter que d'autres ne font pas,
au contraire, quels sont les éléments qui vont être repris comme chez d'autres artistes symbolistes. Je pense notamment au tout départ à sa culture, son amour pour le passé médiéval, qu'on retrouve chez certains artistes comme Kumlov par exemple, qui est aussi une des grandes figures du mouvement symboliste. Alors, vous parlez du passé médiéval, on va retrouver ça dans son œuvre? Alors ça se ressent très fort parce que c'est la façon dont il est rentré dans le milieu artistique, en particulier gantois et puis belge par extension, c'est via le livre illustré. Et on va se rendre compte très vite en parcourant certains livres que Dudley a illustrés, qu'on va retrouver des caractéristiques qui sont celles des primitifs flamands. Donc un goût certain pour le détail, des dessins qui sont pas très complexes, en tout cas selon la définition de Dudley, quelque chose de simple mais d'efficace, mais qui montre un soin particulier au détail dans ses œuvres. Oui, parce que quand on regarde ses œuvres, effectivement, le détail est quelque chose qui est recherché. À la limite, on a l'impression que c'est une obsession. Oui, et ça c'est certainement dû à sa formation en art décoratif et à sa passion pour certains grands maîtres de l'enluminure flamande. On peut citer Van Eyck, Memling, les frères Benning. Enfin, il y a toute cette influence qui vient du nord du pays, qui est très chère à Dudley. Et alors, vous avez parlé d'illustration. Donc, dans l'exposition, il y a une très très large partie de l'exposition qui est consacrée à cette illustration. C'est vraiment par ce biais-là que cet artiste va entrer dans le milieu artistique. En fait, son tout premier contact avec le milieu artistique gantois va se faire au travers de la rencontre avec d'abord un poète qui s'appelle Louis de Bucher, qui n'est plus très connu actuellement, qui travaillait pour une revue qui s'appelle Le Réveil. Et Dudley va être commissionné par cette revue pour faire les illustrations des textes qui y sont publiés. Et il va faire une rencontre qui sera la rencontre déterminante pour la suite de sa carrière. C'est la rencontre avec l'écrivain belge Maurice Maeterlinck. Et Maeterlinck, il va devenir vraiment son illustrateur? En tout cas, Dudley va devenir un des illustrateurs préférés de Maeterlinck. Au départ, Maeterlinck travaillait avec d'autres illustrateurs. On pense à Georges Mine, c'était le premier grand artiste avec qui Maeterlinck a travaillé. Mais le problème de Georges Mine, c'est un peu comme chez Robs, c'est un souci de livraison. Les délais n'étaient pas toujours respectés, donc ça avait le don d'agacer Maeterlinck. Et il s'est rendu compte que Dudley travaillait très vite, très bien, et exactement de la manière dont lui entendait que son œuvre soit illustrée. Et donc c'est tout naturellement que Dudley est devenu le dessinateur attitré de Maeterlinck. Et outre ce rapport professionnel, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient amis? En tout cas, si on s'en tient à la correspondance de Dudley, on lui connaît plusieurs centaines de lettres. Il y a énormément de lettres qui sont adressées à Maeterlinck. Ils ont en tout cas une relation d'amitié sincère et profonde, d'estime réciproque aussi, qui a duré plus de 30 ans. Et donc, une estime réciproque qui se ressent dans le travail qu'ils ont fait ensemble? Est-ce qu'ils se comprennent? En tout cas, ils se comprennent très bien. C'est surtout équivoque dans une des, peut-être même la collaboration principale entre les deux artistes. C'est la publication en 1896 des 12 chansons. C'est la grosse collaboration entre Dudley et Maeterlinck. L'illustration de ce projet qui a connu plusieurs éditions. Donc une première, comme je l'ai dit, en 1896, et puis une autre en 1929, donc qui traduit bien l'importance que le travail de collaboration entre les deux hommes est bien existant. Et on sait que dans une lettre adressée à la petite fille de Dudley, Maeterlinck parle de la collaboration avec le père, donc avec Charles Dudley, comme étant le chef-d'œuvre de la carrière de Dudley. En disant, c'est vraiment comme s'il y avait une espèce de synergie, de synchronisation entre sa pensée à lui et la façon dont Dudley l'a couché sur le papier. Et de nouveau, là, l'exposition présente une large part de cette collaboration. Alors on a effectivement une partie de l'exposition qui est entièrement consacrée aux 12 chansons. On a donc la version de 1896, une version avec des gravures colorées. Et puis on présente aussi une édition de luxe des 12 chansons qui date de 1929, où là, on n'a plus de la gravure, on a du dessin et des couleurs qui sont posées à la main directement sur du papier. Et un document exceptionnel également. Un document exceptionnel. Puisqu'on a, dans la réflexion de Dudley, on a
un document qui ne paye pas vraiment de mine, qui est un projet que Dudley a remis à Maeterlinck, mais que Maeterlinck a refusé. Parce que voilà, évidemment, ça arrive souvent quand on a des discussions comme ça entre deux points de vue, même s'il y en a des points communs, il arrive toujours à un moment donné où il faut discuter, se mettre d'accord. Dudley a accepté que son projet soit refusé, mais par contre, il l'a encadré. Et donc, on présente cet objet qui est un document, oui, exceptionnel. Alors, cette collaboration entre Dudley et Maeterlinck, elle va durer très longtemps? Alors, elle va durer longtemps, au-delà des 12 chansons, mais Maeterlinck, il est aussi connu pour le théâtre. Dudley s'intéresse beaucoup au théâtre, et en particulier au projet de décor. Alors, il va remettre énormément de projets à Maeterlinck, mais malheureusement pour Dudley, ce sera ses premières frustrations professionnelles. C'est que ça ne sera jamais arrivé au bout. Oui, les théâtres préfèrent travailler avec leur propre personnel. Ben, surtout qu'à l'époque, il y a certains grands théâtres, bon, on pense à Moscou, à Paris, à Milan, à Berlin, qui sont vraiment des places fortes, des places culturelles fortes. Et eux, généralement, enfin en tout cas les directeurs de théâtre, préféraient travailler avec leur propre scénographe, qui la plupart du temps était un autochtone, si on peut s'exprimer comme ça, plutôt que d'engager un étranger dont finalement on ne connaît pas grand-chose, quoi. Alors, côté illustration aussi, Dudley est connu et apprécié pour un autre chef-d'œuvre dans le livre flamand. Alors, il y a beaucoup de spécialistes flamands qui étudient les livres illustrés, en particulier de cette époque, donc la fin du 19e et le début du 20e, une période qu'on connaît bien en histoire de l'art comme un peu la période Art Nouveau. Et de fait, il y a un livre qui s'intitule Beatrice, qui est un livre qui date de 1901, qui reprend en fait une vieille légende médiévale que Dudley a illustrée, et qui est considéré par la plupart des spécialistes de cette époque-là comme le plus bel ouvrage illustré flamand Art Nouveau. Alors, est-ce que toutes ces illustrations entrent dans ce cadre symbolique? Symboliste plutôt. Alors, pas toutes. Pour plusieurs raisons. Dudley, il est depuis très jeune intéressé par l'ésotérisme, le mystique, les sociétés initiatiques. Il a d'ailleurs fait son entrée en franc-maçonnerie en 1899 dans une loge gantoise qui s'appelle La Liberté. Et à côté de ça, de manière très paradoxale, Dudley s'intéresse beaucoup à la figure du Christ et représente plusieurs fois dans son œuvre des éléments clés de la vie du Christ, que sont la plupart du temps sa naissance et sa mort. Donc vraiment le côté très initiatique. Autant il ne s'intéresse pas du tout au miracle, il n'est pas affilié au dogme catholique, mais par contre on peut sans trop de danger se dire que Dudley est un christique. À côté de cette figure du Christ, il y a aussi, vous avez parlé de la vie, de la mort du Christ, mais c'est aussi la vie et la mort en général qui l'intéressent. Alors, et en particulier la survivance de l'âme après la mort. Donc, Dudley part du principe, un principe philosophique déjà répandu dans les siècles précédents, que l'enveloppe terrestre n'est finalement qu'une enveloppe, et une fois que la mort est arrivée, le corps retourne à son état initial, finit par disparaître, alors que l'âme est bien plus précieuse et survit justement à cette enveloppe terrestre, et en théorie va occuper un autre monde que Dudley essaye de représenter dans ses œuvres. Et on le retrouve par exemple dans les Portes d'Or. Et on le retrouve par exemple dans les Portes d'Or, où on manifeste beaucoup, et ça c'est un symbole très fort du mouvement symboliste, c'est l'existence de la porte. Donc comment matérialiser au mieux le passage d'un monde à l'autre? Une porte. Les reflets aussi? Les reflets, des paysages nocturnes, des paysages un petit peu fantasmés avec plusieurs planètes, plusieurs lunes. C'est vraiment comme ça que les symbolistes représentent cet accès au monde invisible. Alors, ce travail, il l'a effectué en partie à Gand, mais il y a un autre pays qui est très important pour Dudley, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Alors, Dudley, il a fait un premier voyage en Italie en 1887, après avoir gagné une bourse de la ville pour un concours de dessin. Il est parti pendant 3 mois, il s'y est bien plu, et il a cherché, dans la décennie suivante, un moyen de retourner en Italie, parce qu'il voulait étudier les livres anciens. Et il a profité de son entrée dans la loge maçonnique pour avoir un petit coup de pouce, piston, oui. un petit piston bien senti, et qui lui a permis de réaliser finalement son rêve et d'obtenir de l'État belge une bourse d'études de plusieurs mois.
mais il s'est tellement bien plu sur place qu'il n'est pas revenu. Il s'est installé dans la région de Livorno, où il s'est marié, il a eu 3 enfants, et où il a eu l'essentiel de sa carrière, puisqu'on parle quand même d'à peu près 24 ans, dans lequel il a pu développer un réseau professionnel, développer sa pratique, trouver de nouveaux commanditaires, et puis surtout comme point d'orgue, énormément de beaux projets qui vont mener à peut-être l'apogée de sa carrière en 1917. De beaux projets graphiques, entre guillemets, mais pas que, parce que Dudley, c'est pas qu'un artiste. Alors Dudley, c'est pas qu'un artiste, et c'est là qu'il est intéressant. Il a une formation tellement vaste qu'il s'est aussi intéressé de très près aux livres illustrés, mais pas seulement pour la qualité des enluminures, mais il s'est posé comme question, qu'est-ce qui fait finalement qu'un livre est un livre? Et donc Dudley a démarré un projet un peu fou à la fin des années 1890, qu'il va appeler la beauté du livre. Le nom complet, c'est la beauté du livre, sa structure et ses formes à travers le temps. Et il va se demander qu'est-ce qui est constitutif d'un livre. Et donc il va travailler sur la calligraphie, sur les papiers, sur les enluminures, sur la façon d'illustrer, les techniques de gravure utilisées. La porte va vraiment s'ouvrir de plus en plus. Et donc lui, son but, c'est de faire un traité exhaustif sur ce qui fait qu'un livre est un livre. Alors, on retrouve ce sens du détail là-dedans, puisqu'il va exploser finalement la matière de cet ouvrage, mais aussi dans son œuvre graphique. Exactement. Donc il va produire énormément de choses et il va garder cette habitude du sens du détail, de la recherche de la moindre petite chose qui est importante à ses yeux, et ça se retrouve et dans ses œuvres de fait et dans sa pratique intellectuelle. Il présente une grosse exposition monographique dans les années 1917, je crois. Et là... Alors là, c'est extraordinaire, c'est que faut pas perdre de vue que Dudley est un étranger en Italie, a quand même un réseau bien développé sur Livorno et en partie aussi sur Rome. Et d'ailleurs, il va être invité par la Ligue théosophique romaine, qui est ce qu'on peut appeler un groupe dissident de la Société théosophique internationale. Je vous arrête. Théosophique? Alors théosophique, pour essayer de faire simple, c'est une pratique philosophique qui dit que dans toutes les formes de croyance et de religion, il y a une forme de vérité. Et que le but de la théosophie, en fait, c'est de comprendre toutes ces vérités, de les mettre ensemble et de former une vérité plus universelle. Et donc il est invité par la Ligue théosophique. Et donc il est invité par la Ligue théosophique, qui est aussi qui est un groupement à la base apolitique, religieux, mais dont les réflexions tournent beaucoup autour du mystique et de l'ésotérisme, donc parfait pour Dudley. Et il va être invité à faire une exposition tout seul, une exposition qui s'intitulera Visione di Misteri, donc l'exposition qu'il a démarrée en 1917 dans une salle spécifique à Rome. Il va y présenter presque 50 œuvres, dont certaines sont présentées au musée et qui ont été retrouvées très récemment dans les archives du musée de Gand. C'est donc une première. C'est donc une première parce que d'après ce qu'on sait, depuis 1917, elles ne sont jamais ressorties. Et après cette exposition, que va-t-il advenir de Dudley? Et après cette exposition, c'est le début des complications pour Dudley. On sait qu'il va encore avoir quelques commandes à la fin des années 1910. En Italie, un petit peu à l'étranger, mais pas beaucoup. Et puis surtout arrive ce qu'on connaît en Italie avec le développement de l'extrême droite, donc, et d'une politique qui est plutôt d'abord très nationaliste, et puis qui va même basculer très vite dans une politique anti-étranger, et puis on va débuter la création du fascisme dans les années 1920 avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Et c'est d'ailleurs Mussolini qui va dire à Dudley que en tant qu'étranger, il faut qu'il quitte le sol italien. Et donc Dudley va devoir repartir sur Gand en 1925 en laissant momentanément sa femme et ses enfants sur place. Des enfants qui parlent qu'italien, qui parlent très peu le français, qui ne parlent pas du tout le néerlandais. Et donc Dudley va essayer de les faire revenir sur Gand. Il va y arriver quelques mois plus tard, en 1926. Sa femme va revenir aussi, mais sa femme ne survivra pas très bien au retour dans le plat pays, puisqu'elle mourra quelques semaines après son retour en Belgique, et Dudley se retrouve tout seul avec 3 enfants. Et ça devient vraiment compliqué, parce qu'il n'a plus de rentrée d'argent, ses anciens commanditaires sont plus là, il n'a plus aucun contact avec l'Italie, ou en tout cas très très peu.
Et il va devoir trouver des boulots alimentaires dans sa carrière. On sait qu'à un moment donné, il va terminer professeur de dessin dans une école de maquillage. Voilà. Vraiment assez complexe pour lui. Et en parallèle, il va continuer à chercher à publier sa fameuse beauté du livre, qui va être très frustrant pour lui parce que malheureusement, il n'y arrivera vraiment jamais, pour ainsi dire. Et donc, il finira un peu sans le sou dans les années 30. Qu'en est-il aujourd'hui de cet artiste? Parce que vous l'avez un petit peu mis en lumière, vous l'avez ressorti, mais on dirait que c'est un mouvement qui a connu des émules. Ça fait un peu poudre, là. Alors, on ne sait pas si c'est nous. On ne sait pas si nous, sans le savoir, on a ouvert une porte, mais le fait est qu'en 2021, il y a eu 2 petites expositions sur Dudley en Italie, exclusivement centrées sur son travail italien, bien sûr, et de manière très précise sur tout ce qu'il a fait en gravure sur place. Et puis, et nous, on a voulu faire presque une rétrospective, et en tout cas faire quelque chose de monographique, en essayant de brasser de manière plus ou moins exhaustive la carrière de Dudley. Même si le but premier de l'exposition, c'était de travailler sur les années symbolistes, mais on a un petit peu débordé avec l'exposition de 1917. Et donc le travail mené ici au musée est très important au niveau scientifique. Il est très important parce qu'on se rend compte qu'on a comblé un trou dans la littérature scientifique. On a apporté des nouvelles choses par rapport à la compréhension du symbolisme, en tout cas via un artiste qui est moins connu que les Knopf, par exemple. Et donc en ça, c'est très intéressant et puis très valorisant aussi pour nous de pouvoir présenter ce genre d'artistes dans nos salle d'exposition. Une ouverture au niveau scientifique, une ouverture également pour le public. On vous convie à aller voir Les Portes d'Or, Charles Dudley et le symbolisme jusqu'au 5 mars au musée Rops. Vous verrez, il y a de très belles œuvres et des œuvres donc présentées en première. Ça se passe au musée Rops. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.